La pluie tambourinait contre les vitres du salon avec une régularité qui résonnait comme un glas funèbre. Jade serrait son bulletin de notes entre ses mains moites, ses doigts laissant des traces d'humidité sur le papier. 14 sur 20 en moyenne générale. Pas catastrophique. Juste moins bien qu'avant. Moins bien que ce qu'ils attendaient. Moins bien que l'excellence absolue qu'ils exigeaient sans jamais la formuler. Son père se tenait debout près de la cheminée éteinte malgré le froid de février, bras croisés, le visage aussi froid que le marbre de la tablette où trônèrent les photos encadrées de Lucas avec ses médailles et diplômes. Sa mère, Françoise, était assise au bord du canapé bordeaux défraîchi, mains posées sur ses genoux, avec cette raideur des femmes qui ont appris à se taire, fixant le tapis élimé, comme si les motifs pouvaient lui souffler les mots qu'elle refusait de prononcer. Lucas, 17 ans, était affalé dans le fauteuil avec cette arrogance qui lui était devenue naturelle depuis son admission à Louis le Grand, jouant distraitement avec son iPhone dernier modèle, un sourire narquois flottant sur ses lèvres, ce sourire qu'il réservait au moment où il savait que sa sœur allait être humiliée. L'air était épais, suffocant. 2e année de droit, commença son père d'une voix tranchante comme une lame. Charles, 16 de moyenne l'année dernière, 14 maintenant. Explique-moi cette régression. Le mot tomba comme un coup près. Jade inspira profondément. J'ai pris un emploi étudiant, papa, à la bibliothèque universitaire, 20 heures par semaine, pour ne pas vous demander constamment de l'argent pour mes livres, le RER, pour pouvoir respirer un peu sans cette pression. Pour aider, l'interrompit-il avec un mépris qui suintait de chaque syllabe. Nous payons tes études, ton loyer, tes livres, et toi tu décides de perdre ton temps à ranger des bouquins au lieu d'étudier? Je voulais être autonome, ne pas dépendre de vous pour chaque euro. Autonome? Ricana Lucas sans lever les yeux. Avec 14 de moyenne? Brillante stratégie. Moi au moins je justifie l'investissement. Toi tu gâches tout. Le silence qui suivit fut brutal, lourd de sous-entendus cruels. Leur mère ne dit rien, ne leva même pas les yeux, et Jade chercha son regard désespérément, mais Françoise resta muette, complice par son silence. « Nous avons pris une décision », annonça son père en se redressant. « Nous ne financerons plus tes études à partir du mois prochain. L'argent mis de côté pour toi sera réalloué à Lucas qui en fera meilleur usage. Il a un avenir devant lui, un véritable avenir. » Les mots percutèrent Jade comme des gifles. « Vous ne pouvez pas faire ça », murmura-t-elle d'une voix étranglée. « J'ai juste baissé de 2 points. Je peux remonter. Je vais travailler plus. Tu finiras caissière, » coupa son père avec une cruauté tranquille. « C'est tout ce que tu mérites. Ton frère lui intégrera Polytechnique, fera honneur à cette famille. Toi, tu n'es qu'une déception permanente. » Il fit une pause calculée, puis asséna le coup final. « Disparais de nos vies, Jade. Nous n'avons plus rien à te dire. » Lucas ricana sans dissimuler sa satisfaction. « De toute façon, t'as jamais vraiment eu ta place ici. On le sait tous. » Jade se tourna vers sa mère. « Maman ?» murmura-t-elle. « Dis quelque chose, s'il te plaît. » Françoise ferma les yeux brièvement, puis se leva et quitta le salon sans un mot, ses pantoufles traînant sur le parquet avec un bruit pathétique. Quelque chose se brisa en Jade. Pas avec des cris, plutôt comme une fissure profonde et silencieuse qui condamne un mur, et dans cette fissure commença à naître quelque chose de dur et froid comme l'acier. Elle monta dans sa chambre et fit ses bagages mécaniquement, vêtements pliés, livres essentiels, photos de Léna, et compta ses économies, 380 €, tout ce qu'elle possédait. Devant le miroir fissuré, son reflet lui renvoya l'image d'une jeune femme de 19 ans aux yeux rougis, au visage marqué par la douleur. Mais dans ce regard blessé, naissait une étincelle froide, une détermination glaciale. Elle murmura comme un serment. « Je vais leur prouver. Un jour, ils comprendront ce qu'ils ont perdu. Et ce jour-là, je ne serai plus celle qui supplie. Je serai celle qui décide. » Elle descendit, valise à la main. Personne ne bougea, personne ne parla. Elle ouvrit la porte, et la pluie s'abattit sur elle avec violence. Elle n'avait nulle part où aller, juste 380 € et cette promesse. Elle ferma la porte, et le claquement résonna comme un point final. Son téléphone vibra. « Jade, c'est Léna. T'es où? Dis-moi où tu es. » Pour la première fois,
Jade laissa couler ses larmes qui se mêlèrent à la pluie. « Je sais pas, Lena. Je sais plus rien. » La chambre universitaire de Lena faisait 9 mètres carrés tout au plus, un espace minuscule encombré d'un lit étroit, d'un bureau bancal et d'une armoire qui ne fermait plus correctement depuis des mois. Jade dormait par terre sur un matelas gonflable qui se dégonflait progressivement chaque nuit, la forçant à se réveiller avec le dos en compote et les épaules raides comme du bois. Mais elle ne se plaignait jamais parce qu'au moins, elle avait un toit. Au moins, elle n'était pas dans la rue sous la pluie glacée de février. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la rupture. 3 semaines pendant lesquelles elle avait enchaîné les petits boulots avec une détermination féroce qui surprenait même Lena, serveuse de nuit dans un café miteux près de la gare Montparnasse, où les pourboires étaient dérisoires et les clients souvent agressifs. Distribution de flyers publicitaires devant les stations de métro pendant des heures, sous le froid mordant, ménage dans des bureaux avant l'aube, quand la ville dormait encore, et que ses mains rougies par les produits chimiques lui brûlèrent la peau. Elle dormait 4 heures par nuit tout au plus, continuait à suivre ses cours en auditrice libre, en se glissant au fond des amphis bondés, en espérant que personne ne remarquerait qu'elle n'était plus inscrite officiellement, survivait avec des pâtes sans sauce et du pain rassis acheté en fin de journée à prix cassé dans les boulangeries qui bradaient leurs invendus. Un mardi après-midi pluvieux, elle croisa Lucas par hasard devant l'université de Nanterre, alors qu'elle sortait justement d'un cours de droit constitutionnel qu'elle avait suivi cachée au dernier rang. Il était avec ses amis de prépa, 4 garçons en costume cravate qui riaient fort en parlant de leurs futures écoles d'ingénieurs et de leurs stages dans des entreprises prestigieuses. Et quand leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde interminable, Jade sentit son cœur s'arrêter dans sa poitrine. Lucas hésita imperceptiblement. Son sourire se figea brièvement, puis il détourna les yeux délibérément et continua sa conversation, comme si elle n'existait pas, comme si sa propre sœur n'était qu'une inconnue insignifiante qu'on croise dans la rue sans y prêter attention. Jade resta figée sur le trottoir mouillé pendant plusieurs secondes qui s'étirèrent comme des heures, incapable de bouger, incapable de respirer, et cette invisibilité forcée lui fit plus mal que tous les insultes qu'il aurait pu lui cracher au visage, cette négation pure et simple de son existence comme si elle était déjà morte pour lui, effacée de sa vie d'un simple regard détourné. Le soir même, après un double shift au café qui l'avait laissée épuisée et nauséeuse, elle s'effondra littéralement dans la rue en sortant du métro Créteil-Préfecture, ses jambes se dérobant sous elle sans prévenir, et elle se retrouva à genoux sur le trottoir glacé, incapable de se relever, tremblant de froid et de fatigue accumulée. Un homme d'une 50aine d'années qui passait par là s'arrêta immédiatement, se pencha vers elle avec inquiétude, et quelque chose dans son regard bienveillant la fit fondre en larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. Il s'appelait Monsieur Karim, patron d'un petit café-librairie rue du Général Leclerc, un établissement modeste coincé entre une pharmacie et une supérette, et il l'aida à se relever avec douceur avant de l'emmener dans son commerce encore ouvert malgré l'heure tardive pour lui offrir un thé brûlant et une part de cake aux olives qu'elle dévora comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours, ce qui n'était pas si loin de la vérité. Il l'écouta raconter son histoire sans l'interrompre une seule fois, hochant simplement la tête de temps en temps avec cette compassion tranquille des gens qui ont eux-mêmes connu la souffrance et qui reconnaissent immédiatement celle des autres. « J'ai une chambre de bonne au-dessus du café », dit-il finalement d'une voix douce, quand elle eut terminé son récit honteux. « Elle est vide depuis que mon fils est parti étudier à Lyon, 9 mètres carrés tout au plus, pas de chauffage donc, il fait froid l'hiver. Mais elle est à toi si tu acceptes de m'aider 20 heures par semaine au café, service, rangement, nettoyage, ce genre de choses. » Jade leva vers lui des yeux remplis de larmes de gratitude qui débordaient maintenant sur ses joues creusées par la fatigue et la faim. « Pourquoi vous faites ça pour moi ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. « Vous ne me connaissez même pas. » Karim sourit tristement en reposant sa tasse sur le comptoir. « Parce que ma propre famille m'a renié il y a 20 ans quand j'ai épousé une femme d'une autre religion qu'eux, et que quelqu'un m'a tendu la main à ce moment-là. Alors maintenant c'est mon tour de tendre la main à quelqu'un d'autre qui en a besoin. » Cette nuit-là, Jade s'installa dans la chambre de bonne spartiate, avec son matelas fin posé à même le sol, ses murs décrépits qui laissaient passer le froid, sa fenêtre de toit qui donnait sur les cheminées parisiennes, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit en sécurité dans cet espace minuscule qui était enfin le sien. Elle sortit le carnet qu'elle avait gardé au fond de sa valise
et écrivit d'une main tremblante. « Jour 1 de ma vraie vie, je ne leur pardonnerai jamais ce qu'ils m'ont fait, mais je vais réussir. Pas pour eux, pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour moi, uniquement pour moi. » Le lendemain matin, une lettre officielle arriva de l'université, notification d'exclusion définitive pour non-paiement des frais de scolarité, son rêve de devenir avocate, s'effondrant en quelques lignes administratives froides et impersonnelles. Jade lut la lettre une fois, 2 fois, puis la plia soigneusement et la rangea dans un tiroir avant de descendre au café où Karim l'attendait avec un sourire encourageant et une brochure sur les formations en ligne gratuites qu'il avait imprimées pour elle pendant la nuit. « Un rêve s'est fermé, » dit-il simplement. « Mais d'autres portes vont s'ouvrir si tu les cherches. » 6 mois s'étaient écoulés depuis la rupture, 6 mois pendant lesquels Jade avait survécu plus qu'elle n'avait vraiment vécu, travaillant à plein temps au café-librairie de Karim, tout en suivant des cours du soir gratuits en comptabilité et gestion dans un centre de formation à Ivry-sur-Seine. Elle avait maigri de 8 kilos. Son visage s'était durci avec des cernes permanents sous les yeux. Et elle avait développé cette carapace invisible que portent ceux qui ont appris à ne compter que sur eux-mêmes. Cette armure psychologique qui la protégeait des émotions trop vives, mais qui l'isolait aussi progressivement du reste du monde. Le café accueillait une clientèle régulière de travailleurs indépendants qui venaient s'installer pour la journée avec leurs ordinateurs portables. Et parmi eux, il y avait Mathieu, 28 ans, développeur web freelance, au visage discret, encadré de lunettes rondes, qui venait travailler là 3 ou 4 fois par semaine, en commandant toujours la même chose, un café allongé et un croissant aux amandes. Leurs échanges étaient d'abord strictement professionnels. « Bonjour madame. Voici votre commande. Merci, bonne journée. » Puis, un mardi après-midi, il remarqua qu'elle lisait pendant sa pause un livre épais sur la création d'entreprises qu'elle avait emprunté à la section business de la librairie. « Tu t'intéresses à l'entrepreneuriat ?» demanda-t-il en levant les yeux de son écran, avec une curiosité sincère qui surprit Jade habituée à ce que les clients l'ignorent complètement. Elle le regarda avec méfiance, cette méfiance automatique qu'elle avait développée envers toute forme de gentillesse gratuite. « Je m'intéresse à survivre, » répondit-elle sèchement. « L'entrepreneuriat, c'est juste un moyen comme un autre. » Mathieu sourit sans se vexer de son ton cassant. « C'est souvent la même chose au fond, survivre et entreprendre. Il faut la même détermination pour les deux. » Les jours suivants, ils commencèrent à discuter davantage pendant les moments creux du café, et Mathieu lui raconta son propre parcours d'autodidacte issu d'une famille modeste de Montreuil, qui n'avait jamais mis les pieds à l'université, mais qui avait appris le code informatique seul sur Internet, avant de construire progressivement sa carrière freelance client après client. Il lui proposa un jour de lui apprendre les bases du web et des réseaux sociaux, qui selon lui allaient devenir indispensables dans n'importe quel business. Et Jade refusa immédiatement par fierté, cette fierté blessée qui l'empêchait d'accepter de l'aide même quand elle en avait désespérément besoin. Karim, qui avait assisté à la scène depuis le comptoir, la prit à part le soir même. « L'orgueil te protège, Jade, » dit-il doucement en essuyant un verre. « Mais il t'emprisonne aussi. Tu ne peux pas tout faire seul et refuser systématiquement la main qu'on te tend. Ce garçon ne te demande rien en échange. Il offre juste son savoir parce qu'il a l'air de croire en toi. » Sur les réseaux sociaux qu'elle consultait rarement pour ne pas tomber sur des nouvelles de sa famille, elle vit ce soir-là une photo de Lucas en costume cravate lors d'une soirée étudiante dans un bar huppé du quartier latin, entouré d'amis riants avec des coupes de champagne, vivant cette vie dorée qu'elle avait autrefois financée indirectement avec l'argent économisé pour ses propres études. La rage monta en elle, comme une vague brûlante. Mais elle ferma l'application d'un geste brusque et retourna à son livre sur la gestion d'entreprise qu'elle annotait méticuleusement dans les marges. Le lendemain, Léna lui rendit visite dans sa chambre de bonne avec une pizza qu'elles partagèrent assises par terre contre le matelas fin. Jade craqua soudainement au milieu du repas, laissant couler des larmes qu'elle retenait depuis des semaines. « Ils m'ont effacée comme si je n'existais pas », murmura-t-elle d'une voix brisée. Comme si 19 ans de vie ensemble ne comptaient pour rien. Comme si j'étais jetable. Léna la serra fort contre elle en caressant ses cheveux devenus ternes. Alors crée une existence qu'ils ne pourront pas ignorer, dit-elle fermement. Pas pour eux, mais pour toi. Pour que tu puisses te regarder dans le miroir et être fière de ce que tu vois. Le surlendemain, Jade accepta la proposition de Mathieu
et ils commencèrent les cours informels le soir après la fermeture du café, lui patient et pédagogue devant son ordinateur portable, elle concentrée et affamée d'apprendre comme si chaque nouvelle compétence était une arme supplémentaire dans son arsenal de survie. « C'est moi qui ai fait ça ?» demanda-t-elle émerveillée le jour où elle créa sa première page web basique avec du HTML et du CSS. Mathieu sourit en hochant la tête. « Bienvenue dans ta nouvelle vie. » 2 ans s'étaient écoulés depuis la rupture. 2 ans pendant lesquels Jade avait appris le marketing digital avec Mathieu, dans une collaboration qui était devenue progressivement une association informelle, puis une véritable petite agence baptisée Symbiose Digital. Ensemble, ils aidèrent les commerces locaux de Créteil et des environs à se digitaliser, créer des sites web basiques, gérer leurs réseaux sociaux, optimiser leur présence en ligne pour attirer de nouveaux clients. Les revenus étaient modestes mais stables, suffisants pour que Jade puisse enfin respirer financièrement sans cette angoisse permanente de la fin du mois qui l'avait étouffée pendant si longtemps. Jade gérait la stratégie et le relationnel client avec une efficacité redoutable qui impressionnait même Mathieu. Elle canalisait toute sa rage accumulée en ambition brute, travaillant 14 heures par jour, 7 jours sur 7, avec une détermination obsessionnelle qui commençait à inquiéter son entourage. Elle refusait de déléguer quoi que ce soit, vérifiait chaque détail 3 fois, répondait aux emails à 3 heures du matin, ne prenait jamais de congé même quand Mathieu insistait pour qu'elle se repose un peu. « Tu vas te tuer à ce rythme », lui dit-il un soir, alors qu'elle annotait frénétiquement un devis sur son ordinateur portable malgré l'heure tardive. « On peut embaucher quelqu'un pour nous aider ? On commence à en avoir les moyens. » Jade leva vers lui des yeux cernés et injectés de sang. « C'est mon problème, » répondit-elle sèchement. « Je gère. » La tension entre eux montait progressivement depuis des semaines, alimentée par cette proximité quotidienne et ces sentiments non dits qui flottèrent dans l'air comme une électricité statique. Un jeudi soir, après avoir décroché leur plus gros contrat jusqu'ici avec une chaîne de 3 boulangeries artisanales qui voulait refondre entièrement sa communication digitale, Mathieu tenta de l'embrasser dans l'euphorie du moment, ses lèvres se rapprochant des siennes, tandis qu'il célébrait le succès dans le café désormais fermé. Jade se figea instantanément, son corps entier se raidissant comme si on l'avait frappée. Puis elle recula brusquement en renversant presque sa chaise. « Je ne peux pas », murmura-t-elle d'une voix paniquée. « Pas encore, je ne suis pas prête. » Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Mathieu s'énerva vraiment, sa frustration accumulée explosant enfin. « Ça fait 2 ans, Jade. 2 ans qu'on travaille ensemble, qu'on construit quelque chose ensemble. Et tu continues à me tenir à distance comme si j'étais ton ennemi. Je ne suis pas eux. Je ne suis pas ta famille qui t'a abandonné. » Elle explosa à son tour, des années de douleur compressées jaillissant d'un coup. « Tu ne comprends pas, » cria-t-elle avec des larmes de rage qui coulèrent sur ses joues. « Tout ce que j'ai aimé m'a abandonné. Tout ce en quoi j'ai cru m'a trahi. Je ne peux pas. Je ne peux plus faire confiance à personne. Même pas à toi. » Mathieu attrapa sa veste et quitta le café en claquant la porte, la laissant seule dans le silence assourdissant qui suivit, terrifié à l'idée de l'avoir perdu lui aussi par sa propre incapacité à s'ouvrir. Karim, qui habitait au-dessus et avait entendu la dispute, descendit quelques minutes plus tard, s'assit à côté d'elle sans rien dire pendant un long moment. « La vengeance, c'est facile, Jade, » dit-il finalement avec cette sagesse tranquille qui le caractérisait. « L'amour, c'est courageux. Il faut choisir ce que tu veux vraiment, la sécurité de la solitude ou le risque d'être heureuse. » Jade le rattrapa sous la pluie qui s'était mise à tomber comme 2 ans auparavant, courant dans la rue en criant son nom jusqu'à ce qu'il s'arrête et se retourne. Dans un dialogue vulnérable et haché par les sanglots, elle lui confia enfin sa peur viscérale d'être à nouveau rejetée, cette terreur paralysante de s'attacher et de perdre encore une fois ce qui compte. « Je ne peux pas te promettre de ne jamais te décevoir, » dit Mathieu en prenant doucement son visage entre ses mains mouillées par la pluie. « Mais je peux te promettre de ne jamais te rejeter, de ne jamais te faire sentir que tu ne vaux rien. Ça te suffit ?» Elle hocha la tête et l'embrassa enfin, ce baiser qu'elle avait repoussé pendant 2 ans par peur de souffrir encore. Sur Instagram ce soir-là, elle vit que Lucas avait raté ses concours et redoublait sa prépa, mais ses parents postèrent quand même des messages de fierté publique, comme si tout allait parfaitement bien, perpétuant le mensonge familial jusqu'à l'absurde. Karim annonça qu'il devait vendre le café pour des raisons de santé,
et Jade utilisa toutes ses économies plus un microcrédit pour le racheter et le transformer en café coworking moderne avec l'aide de Mathieu. Le café rénové avait ouvert ses portes 3 semaines auparavant avec un succès immédiat qui dépassait toutes les prévisions de Jade. Les tables de coworking étaient réservées à l'avance, les freelances se bousculaient pour profiter de la connexion Wi-Fi rapide et de l'ambiance chaleureuse qu'elle avait créée avec soin. Pour la première fois depuis cette nuit pluvieuse où elle avait claqué la porte de chez ses parents, elle ressentait quelque chose qui ressemblait à de la fierté, cette satisfaction profonde de savoir qu'elle avait construit tout cela de ses propres mains, malgré les obstacles qu'on avait semés sur son chemin. Puis, l'email arriva. 3 ans et 4 mois après la rupture, expéditeur Françoise Moreau, avec un objet qui disait simplement « Urgent, famille ». Jade fixa l'écran de son ordinateur portable pendant plusieurs minutes, sans oser l'ouvrir, son cœur cognant dans sa poitrine comme s'il voulait s'échapper, et finalement elle le supprima sans le lire en se disant qu'elle n'avait pas besoin de ce poison dans sa vie reconstruite. Mais les messages se multiplièrent au cours des 2 semaines suivantes, emails de sa mère de plus en plus pressants, SMS de son père qu'elle avait cru bloqué mais qui avait changé de numéro, même un message vocal pathétique où sa mère pleurait en suppliant qu'elle réponde parce que c'était important, parce qu'ils avaient besoin de lui parler d'urgence. Mathieu lui conseilla de les rencontrer au moins pour savoir ce qu'il voulait et pouvoir ensuite tourner définitivement la page. Léna, au contraire, la pressa de les bloquer définitivement et de ne jamais regarder en arrière, et Jade resta tiraillée entre ces 2 positions pendant des jours entiers sans trouver le sommeil. Elle accepta finalement de les rencontrer dans un café neutre du 13e arrondissement, arrivant volontairement avec 15 minutes de retard pour établir symboliquement qu'elle contrôlait maintenant la situation et que le temps où elle courait après leur approbation était révolu depuis longtemps. Ses parents étaient déjà installés à une table près de la fenêtre quand elle entra, et le choc de les revoir après plus de 3 ans la frappa comme une gifle inattendue. Ils avaient vieilli de façon spectaculaire. Son père avait des cheveux presque entièrement gris maintenant, et des rides profondes qui creusaient son visage autrefois autoritaire. Sa mère était devenue une petite femme voûtée aux mains tremblantes qui évitait obstinément son regard. Ils ne se levèrent pas pour l'embrasser, ne firent aucun geste affectueux, se contentant d'un bonjour glacial qui ne présageait rien de bon. Son père alla droit au but sans même prendre la peine de demander comment elle allait. « Nous avons des difficultés financières importantes », dit-il avec cette voix qui avait perdu toute son arrogance d'autrefois. Lucas a abandonné ses études après son 2e redoublement en prépa. Il a accumulé 15 000 € de dettes de jeux en ligne sur des sites de paris sportifs. Nous risquons de perdre la maison si nous ne remboursons pas rapidement. Et nous avons pensé que toi qui as toujours été débrouillarde, tu pourrais peut-être nous aider financièrement. Sa mère ajouta avec un sourire forcé, qui ne montait pas jusqu'à ses yeux fatigués. Tu es notre fille, après tout. On t'a élevée pendant 19 ans. On a fait beaucoup de sacrifices pour toi. Le sang de Jade se glaça dans ses veines, tandis qu'elle encaissait ces mots incroyables. Pas un mot sur les 3 ans de silence radio. Pas la moindre excuse pour ce qu'il lui avait fait subir. Pas un « Comment vas-tu ?» ou un « Nous avons pensé à toi ?» Juste une demande d'argent froide et calculée comme si elle leur devait quelque chose après tout ce qu'il lui avait fait endurer. Elle resta d'une politesse mortelle, sa voix aussi froide que la glace qui se formait dans son cœur. « Vous m'avez dit que je finirais caissière, que je ne valais rien, que mon frère avait un avenir et pas moi, » dit-elle en articulant chaque mot avec une précision chirurgicale. « Vous aviez tort sur toute la ligne, mais vous aviez raison sur un point. La famille, c'est important. C'est pour ça que j'ai construit la mienne avec des gens qui m'ont choisi quand je n'avais rien. Vous n'en faites pas partie. » Son père tenta l'intimidation d'autrefois. « Nous pouvons détruire ta réputation professionnelle, dire à tes clients qui tu es vraiment. Une fille ingrate qui abandonne ses parents dans le besoin. » Jade sourit froidement en se levant. « Allez-y. Racontez que vous avez jeté votre fille à la rue à 19 ans parce qu'elle avait baissé de 2 points. Je suis sûre que ça plaira beaucoup à tout le monde. » Elle laissa 20 € sur la table. « Pour les cafés, je ne vous dois rien d'autre. Au revoir. » En sortant, elle tremblait de tout son corps, mais Mathieu l'attendait dehors comme convenu et la serra fort dans ses bras. Le lendemain, son père avait contacté plusieurs de ses clients. La guerre était déclarée. Les tentatives de sabotage de son père créèrent des turbulences immédiates dans l'activité de Jade. Des appels téléphoniques venimeux à ses clients
racontant qu'elle était une fille ingrate qui avait abandonné sa famille dans le besoin. Des rumeurs distillées sur les réseaux sociaux locaux, prétendant qu'elle était instable mentalement et peu fiable professionnellement. 2 clients annulèrent leur contrat en cours sans explication claire. Un 3e demanda des garanties supplémentaires qu'il n'avait jamais exigées auparavant. Et Jade sentit la panique monter en elle comme une marée noire qui menaçait de tout engloutir. Mathieu explosa de rage en découvrant l'ampleur des dégâts. « Porte plainte pour diffamation », cria-t-il en frappant du poing sur le comptoir du café. « Détruis-les juridiquement. Tu as tous les éléments pour gagner. Fais-leur payer ce qu'ils te font subir. » Mais Jade resta étrangement calme malgré la tempête. Une clarté glaciale s'était installée en elle pendant la nuit blanche qu'elle avait passée à réfléchir à sa stratégie. « Non, » dit-elle fermement. « Ce n'est pas comme ça que je veux gagner. Je ne vais pas me salir les mains avec eux. Je vais faire exactement l'inverse. » Elle écrivit un post long sur LinkedIn, racontant son histoire sans nommer personne, le rejet familial à 19 ans, la reconstruction pierre par pierre, la résilience face à l'adversité, les sacrifices nécessaires pour survivre et finalement prospérer. Elle hésita longuement avant de cliquer sur « Publier », le doigt tremblant au-dessus du bouton. Puis, Mathieu posa sa main sur son épaule et murmura que c'était son histoire, et qu'elle seule pouvait décider de la partager ou non. Elle cliqua. Le post explosa en 24 heures, avec 50 000 vues, 3 000 partages, des centaines de commentaires de gens racontant des histoires similaires de rejet familial et de reconstruction solitaire, des messages privés de soutien qui affluaient de partout en France et même de l'étranger. Jade était submergée par cette vague de solidarité inattendue qui lui montrait qu'elle n'était pas seule dans cette expérience douloureuse, que des milliers de personnes avaient vécu des trajectoires comparables et s'en étaient sorties. Un investisseur parisien la contacta directement après avoir lu son témoignage, impressionné par son parcours et sa détermination, proposant de financer l'expansion de son agence vers d'autres villes de banlieue parisienne. Jade hésita pendant des jours entiers. Accepter de l'aide restait difficile pour elle malgré tout le chemin parcouru. Cette voix intérieure lui répétait encore qu'elle devait tout faire seule pour que sa réussite soit légitime. « Ce n'est pas de la charité, Jade », lui expliqua patiemment Mathieu. « C'est la reconnaissance professionnelle de ta valeur, de ton talent, de ce que tu as construit. Accepte-le. » Pendant ce temps, Lucas la contacta discrètement via Instagram avec un message simple qui disait juste « Je suis désolée pour tout ». Message qu'elle lut plusieurs fois sans savoir comment y répondre, avant de finalement le laisser sans réponse pour le moment. Elle embaucha 3 personnes dont Inès, 20 ans, brillante mais issue d'un foyer violent, et en voyant cette jeune femme au regard hanté, Jade reconnut immédiatement qui elle avait été quelques années auparavant. Elle devint mentor avec cette transmission silencieuse de force entre femmes qui ont survécu. Un soir après l'amour, Jade murmura contre l'épaule de Mathieu les mots qu'elle n'avait plus prononcés depuis des années. « Je t'aime ». Mathieu pleura silencieusement. Ça valait la peine d'attendre. 5 ans plus tard, Jade inaugurait un fonds d'aide pour jeunes rejetés par leur famille. Dans la foule, elle aperçut Lucas seul qui observait de loin. Leurs regards se croisèrent brièvement avant que son téléphone sonne. Urgence familiale. Son père venait d'avoir un AVC. L'hôpital Henri Mondor sentait ce mélange caractéristique de désinfectant et d'angoisse que Jade n'avait pas respiré depuis des années. Elle marchait dans les couloirs blancs accompagnée de Mathieu, qui lui tenait fermement la main, et chaque pas qui la rapprochait de la chambre de son père semblait peser 1 tonne, comme si son corps entier résistait à cette confrontation qu'elle avait espéré ne jamais avoir à affronter. Son père était allongé dans le lit médicalisé, la moitié du visage paralysé, un bras inerte le long du corps diminué, qui semblait avoir rétréci depuis leur dernière rencontre. Sa mère Françoise était assise sur une chaise en plastique inconfortable, vieillie de 10 ans supplémentaires en seulement 5 ans, les mains crispées sur un mouchoir en papier déchiqueté. Lucas était debout près de la fenêtre, maigre et voûté, le regard fuyant de quelqu'un qui porte le poids écrasant de ses propres échecs. « Il n'a pas arrêté de parler de toi depuis l'AVC », commença sa mère d'une voix tremblante dès que Jade entra. « Il regrette. Nous regrettons tous. C'était une erreur terrible. Tu dois nous pardonner maintenant. » Jade resta d'une froideur glaciale qui contrastait avec l'émotion palpable dans la chambre. « Il faut être mourant pour regretter ?» demanda-t-elle d'une voix plate. 3 coups de téléphone en 7 ans,
et seulement quand vous aviez besoin d'argent ou que la mort frappe à la porte. L'infirmière sortit discrètement en refermant la porte, les laissant seuls dans cette bulle de tension suffocante. Jade s'approcha du lit, regarda son père qui tentait de parler avec sa bouche tordue, des sons incompréhensibles sortant de ses lèvres paralysées. Il tendit sa main valide vers elle dans un geste pathétique de supplication. « Pourquoi tu m'as appelé ?» demanda-t-elle sans prendre cette main tendue. Son père réussit à articuler difficilement quelques mots hachés. Pour dire pardon, avant, trop tard. Il était trop tard il y a 7 ans, répondit Jade. Quand tu m'as dit de disparaître de vos vies, quand tu m'as jeté dehors sous la pluie avec 380 € et une valise. Elle se tourna vers sa mère qui pleurait silencieusement. Et toi, tu n'as rien dit? Tu as regardé ton mari détruire ta fille et tu n'as pas bougé. Tu es partie dans la cuisine pour ne pas avoir à prendre position. Françoise sanglota plus fort, mais ne trouva rien à répondre face à cette vérité implacable. Jade sortit de la chambre sans un mot de plus, incapable de supporter plus longtemps cette atmosphère de culpabilité toxique, et retrouva Lucas dans le couloir près des distributeurs automatiques. Il était affalé sur un siège en plastique, tête dans les mains, image même de la défaite. Elle s'assit à côté de lui sans rien dire pendant un long moment, où seul le bourdonnement des néons brisait le silence pesant. « Je pensais que tu ne viendrais pas », murmura finalement Lucas sans lever la tête. « Moi aussi », admit Jade. Lucas commença alors à parler d'une voix brisée par des années de souffrance comprimée, racontant sa propre descente aux enfers depuis le redoublement en prépa, les attentes écrasantes qu'il n'arrivait jamais à satisfaire, la pression constante d'être le prodige de la famille, l'addiction au jeu développée pour échapper à cette prison dorée, les nuits blanches à perdre de l'argent qu'il n'avait pas, la honte permanente de décevoir des parents qui avaient tout misé sur lui. « Tu avais raison de partir », dit-il en relevant enfin les yeux rougis. « Ils m'ont étouffé avec leurs attentes impossibles. J'aurais voulu être toi, avoir ta force de tout plaquer. » Jade le regarda avec un mélange de colère et de compassion qui la déchirait intérieurement. « Ne transforme pas ma douleur en chance, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai survécu malgré eux. Pas grâce à eux. Ne romantise pas ce qu'ils m'ont fait subir. »« Je sais, » murmura Lucas. « Et c'est pour ça que je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de ne pas me haïr autant que je me hais moi-même. » Jade réalisa à cet instant que Lucas était une autre victime du même système familial toxique. Pas de la même manière qu'elle, mais victime quand même, détruit différemment par les mêmes parents dysfonctionnels. « Ce qu'ils t'ont fait n'excuse pas ce que tu m'as fait, » dit-elle fermement. « Tes ricanements, ton mépris, ton silence quand je t'ai croisé devant l'université, tu avais le choix. » Lucas hocha la tête en pleurant. « Je sais, j'étais lâche. » Jade se leva pour partir. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» demanda Lucas. « Arrête de vivre pour eux, » répondit-elle sans se retourner. « Commence à vivre pour toi. C'est la seule chose qui m'a sauvée. » Dans la voiture, Mathieu lui demanda ce qu'elle ressentait. « De la pitié, » dit Jade. « Pour lui, pour eux, pour qui j'étais, mais plus de colère. C'est fini. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis la visite à l'hôpital. 3 semaines pendant lesquelles sa mère avait appelé presque quotidiennement, en oscillant entre manipulation émotionnelle et demandes financières de plus en plus directes. « Les soins coûtent 2 000 € par mois, » répétait-elle d'une voix larmoyante. « Nous n'avons pas les moyens. Tu gagnes bien ta vie maintenant avec ton café et ton agence. Tu pourrais au moins aider tes propres parents. » Jade raccrochait systématiquement sans répondre, mais chaque appel laissait une trace acide dans son esprit, comme un poison à action lente. Mathieu lui dit fermement qu'elle ne leur devait rien, ni légalement, ni moralement, ni humainement. Léna la pressa de faire ce qui la libérerait elle plutôt que ce qui les apaiserait eux, et Inès, sa jeune protégée, déclara avec la véhémence de la jeunesse qu'elle les laisserait se démerder comme ils l'avaient laissé tomber autrefois. Mais c'est Karim, mourant d'un cancer du pancréas dans sa chambre d'hôpital, qu'elle visitait 2 fois par semaine, qui lui donna la clé dans leur dernière conversation lucide, avant qu'il sombre définitivement dans la morphine. « La vraie liberté, Jade, » murmura-t-il d'une voix affaiblie, « c'est ne plus agir par réaction à ce qu'ils ont fait. Tu es en colère, alors ils gagnent parce que tu penses encore à eux. Tu aides par culpabilité, alors ils gagnent parce qu'ils contrôlent encore tes décisions. Mais si tu décides froidement ce que toi tu veux faire selon tes propres valeurs indépendamment d'eux, alors tu gagnes vraiment. »
Jade consulta une thérapeute pour la première fois de sa vie dans un cabinet lumineux de Vincennes, et pendant la séance, elle verbalisa 7 ans de douleurs compactées qu'elle n'avait jamais vraiment exprimées à haute voix. La thérapeute lui expliqua avec douceur que le pardon n'était pas dire que ce qu'ils avaient fait était acceptable, mais dire qu'elle refusait de laisser leurs actions passées contrôler sa vie présente et future. Après plusieurs séances intenses, Jade prit sa décision et convoqua sa famille dans le même café du 13e arrondissement où ils s'étaient vus 5 ans auparavant, bouclant symboliquement la boucle. Ils arrivèrent tous les 3, son père en fauteuil roulant poussé par sa mère, Lucas marchant derrière eux avec l'air d'un condamné qui va à l'échafaud. Jade sortit une enveloppe Kraft de son sac et la posa sur la table avec un geste définitif. « Voilà 10 000 € pour les soins de papa, » dit-elle d'une voix calme et mesurée. « C'est tout ce que vous aurez de moi, pas par amour filial, pas par devoir familial, mais parce que moi je veux pouvoir me regarder dans le miroir et savoir que j'ai agi selon mes valeurs à moi, pas les vôtres. » Sa mère se jeta sur l'enveloppe avec une avidité qui dégoûta Jade. Son père pleura silencieusement dans son fauteuil, la bave coulant légèrement de sa bouche paralysée. « Je paierai aussi un thérapeute pour Lucas pendant 6 mois s'il veut vraiment s'en sortir, » continua Jade en regardant son frère droit dans les yeux. « Après ça, vous ne faites plus partie de ma vie, c'est mon choix définitif. » Son père tenta de parler avec difficulté, mais Jade leva la main pour l'arrêter. « Non, c'est moi qui parle maintenant. Vous avez eu votre temps de parole il y a 7 ans, quand vous m'avez détruite. Aujourd'hui, c'est mon tour. » Elle se leva, sentant un poids immense se lever de ses épaules, comme si on retirait enfin une armure de plomb qu'elle portait depuis trop longtemps. « Vous m'avez dit de disparaître. J'ai disparu. J'ai construit une vie, une entreprise, une vraie famille, avec des gens qui m'ont choisi quand je n'avais rien à offrir. Ma famille, c'est Mathieu, Léna, Karim qui est en train de mourir. Inès et mes employés, des gens qui ont mérité ce titre. » Sa mère supplia d'une voix brisée. « Mais on était parents. » « Biologiquement, oui, » répondit Jade avec une froideur définitive. « Mais être parent, c'est protéger, aimer, soutenir. Vous avez fait exactement l'inverse. Vous m'avez jeté comme un déchet encombrant. » Lucas murmura. « Et moi ?» Jade le regarda longuement. « Toi, je ne sais pas encore. Prouve-moi que tu veux vraiment changer. Pas pour moi, pour toi. » Elle sortit sans se retourner, retrouva Mathieu qui l'attendait dehors. « Alors ?» demanda-t-il. « C'est fini, » dit-elle en souriant pour la première fois depuis des semaines. « Je suis libre, vraiment libre. » 18 mois s'étaient écoulés depuis cette dernière confrontation au café. 18 mois pendant lesquels Jade avait vécu pleinement sans regarder en arrière, construisant chaque jour cette existence qu'elle avait choisie plutôt que celle qu'on avait voulu lui imposer. Elle était assise ce matin-là, dans le studio d'un podcast business parisien, racontant son histoire devant des milliers d'auditeurs avec une vulnérabilité contrôlée et une force tranquille qui captivait tous ceux qui l'écoutaient. L'épisode explosa en quelques jours avec 2 millions d'écoutes, des centaines de messages de gens qui disaient que son témoignage leur avait donné le courage de quitter leur propre famille toxique ou de reconstruire après l'abandon. Son entreprise comptait maintenant 40 employés répartis entre le café coworking de Créteil et 2 nouvelles antennes à Montreuil et Ivry, et elle venait d'inaugurer officiellement la Fondation Karim en mémoire de son mentor décédé 6 mois auparavant, un fonds qui aidait financièrement et psychologiquement les jeunes de 18 à 25 ans rejetés par leur famille, 847 personnes, aidées à ce jour selon le compteur affiché sur le site web. Le jour de l'inauguration dans une salle municipale de Créteil bondée de 200 personnes, Jade donna un discours sans notes où elle parla de dignité, de résilience, de la différence entre la famille de sang et la famille de cœur. Dans la foule, elle vit Inès, qui présentait maintenant sa propre start-up de conseil en communication. Léna devenue son associée et meilleure amie depuis tant d'années, Mathieu qui la regardait avec une fierté immense, et au fond de la salle presque caché derrière une colonne, Lucas en costume sobre qui ne souriait pas mais qui était venu quand même. Après la cérémonie, Lucas s'approcha timidement. « Tu as été incroyable », murmura-t-il. « Merci d'être venu », répondit Jade sincèrement. Un silence gêné s'installa entre eux, avant que Lucas demande avec hésitation « Est-ce qu'un jour on pourrait prendre un café, juste toi et moi ?» Jade réfléchit longuement. « Peut-être, quand tu seras vraiment toi-même, pas le fils de nos parents, pas le prodige déchu,
Juste Lucas. Je cherche tous les jours, admit-il. Alors continue, et quand tu le trouveras, appelle-moi. Elle lui serra brièvement l'épaule, premier contact physique positif en 10 ans, puis s'éloigna vers Mathieu qui l'attendait. 6 mois plus tard, ils se marièrent sur une plage de Normandie, devant 30 personnes triées sur le volet. Une cérémonie intime, où Léna fut témoin, et Inès lut un poème bouleversant. Les chaises prévues pour la famille biologique de Jade restèrent vides, choix assumés qu'elle expliqua pendant son discours avec une sérénité impressionnante. On m'a souvent dit que la famille c'est sacré, je suis d'accord, mais la vraie famille ce n'est pas le sang, ce sont les gens qui restent. Quand vous n'avez rien à offrir, vous êtes ma famille. 2 ans après le mariage, Jade était assise dans son bureau lumineux qui surplombait Créteil quand elle reçut une lettre manuscrite. Expéditeur, Françoise Moreau. Elle l'ouvrit, la lut en silence, son visage traversé par des émotions contradictoires que personne ne pouvait déchiffrer, puis elle la rangea dans un tiroir qu'elle ferma à clé sans y répondre. Mathieu entra avec 2 cafés. « C'était quoi ?»« Le passé, » répondit Jade simplement. « Il reste où il doit être. » Elle se leva, le rejoignit à la fenêtre panoramique d'où on voyait la ville qu'elle avait conquise centimètre par centimètre. « Tu penses encore à eux parfois ?» demanda Mathieu. « Parfois, » admit-elle honnêtement. « Mais de moins en moins. Et quand j'y pense, ce n'est plus douloureux, c'est juste lointain, comme une vieille cicatrice qui ne fait plus mal. » Mathieu la serra contre lui, et ils restèrent ainsi enlacés devant la baie vitrée, tandis que le soleil couchant embrasait le ciel de Créteil. « Je suis fier de toi, » murmura-t-il. « Moi aussi, » répondit Jade en souriant. « Moi aussi. On m'a dit que je ne valais rien, » pensa-t-elle en regardant sa ville, son entreprise, sa vie. J'ai failli le croire, mais j'ai appris que la valeur qu'on se donne est la seule qui compte vraiment. Ils voulèrent me voir échouer. Je les ai rendus spectateurs de ma réussite. Et finalement, ça n'a plus d'importance. Parce que je ne vis plus pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Je vis. C'est tout. Et c'est déjà énorme. Hans, I feel like I haven't talked to you in like forever. Alright, Tyler's getting her stream started, I believe. Let's see. Miss you already? We miss you, Metal. How was the rest of your stream today? Let's see. There's Tyler. May knock on Tyler's doors. Knock, knock, mother trucker. Open your. Alright. We're knocking. Hey, dude, man. Hello, friend. It did not work out very well. Okay, hold on. Let me share chat. Oh, okay, we're doing it. We're doing the thing. Let me unmute. Hello. Hello. Get started. Hello. 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 It's been so long. I know. I haven't talked to Tyler in like 1.5 million years. A grumpy mom. Oh my gosh. Hi, lovely. It's been forever. I sent the code. It's been. Yeah, I'm in it right now. Hi, Chad. Got lipstick all over. Were you guys FaceTiming without me again? No. No, we were still in a Discord call after you left us to go stream. Mm-hmm. How dare you? Hi, Bumblebee. No, I do have your number though. She'll call you. Dude, you don't want that, bro. She'll You call. don't know. You really don't know what you're She asking will call. for. All the time. And then if you don't answer, she'll send you a message and say, "Don't be lame." We talked about architecture. We did have a very in-depth conversation About architecture. architecture. Specifically, I can't say about what. Towers. The Eiffel Tower. French to be towers. Very specific. Mhm.
as it pertains to Charlie and Carlisle No. and Twilight. No. It's not even Soon. not even a It's thing. not. That's Duh. oh. No. We're behaving. Behaving, Tyler. doing? Behave. Are we running normal games? I was not paying attention. No, this is APOC. Cool. Okay. In the boys' room. We got the music box. Cool. Where's this? Where is it? The game The room? boys' room. Hey, Bilio. Thanks for entering the tavern. I was trying to cook food. Y'all have to be good when the Coog isn't present. But Pretty sure the Like Coog's Howard. here. the Coog is here. I think it's master bedroom. Or bathroom. There was a contract? Bathroom. Alright, breaker's on. Noodles, I was ready for you today. Yeah. Thank you for the hydrate. I just have it as like normal nightmare games until whenever Bravo's ready. Or we can do no heavy. We can do whatever. I'm fine with whatever, y'all. I need money. We need money. So no heavy? Yeah, I'm level 5. How much money do you actually need? All of the I have money. like He just prestiged. none. I turned that light on, by the way. Galaxy, thank you for streaking for 20 times in a row. That's crazy, girl. We've done 20 I've streams. not gotten caught yet. Huh? You've done Never been caught We've yet? done 20 streams. Yeah. Like it feels like you just started streaming like yesterday. It does kind of feel like that, doesn't Yeah. it? No. All right. No, I know. It hasn't even been 2 months. At least I've been consistent. 20 times is a lot. I unsatisfied mine. There is a new APOC person in chat. There is unsatisfied yeah, mine there got is. APOC. Dude, congratulations. The APOC legend. Newest APOC legend in the chat. Oh, she's got the Dare shirt on. Sure do. Does. I thought you were talking about me. I'm like, I don't have a Dare shirt. Emilio, thank you for streaking 5 times. Put some pants on, you guys. Are you guys ready for some salt? I'm always salty. I know. You ready? I'm ready. Hans. There you are, Tyler. I've been looking for you. Mm. Hans, I've been here all along. Oh my god! The darling, I'm dead. Dude, this man's Sounds are trying- done. Oh, dots. Dots. No gore. Can we delete that duplicate, please? I'm having a hard time trying to play now. How do people do this? How do they play and read chat at the same time? Okay, so the toilet seat counts as door moved, by the way. The toilet seat does. Yeah. That's pretty awesome. That's what I've been wondering. I know. I am not good at multitasking. Freezing? Here's the camera. Listen, all those. I think it's a Yuri. It just opened that toilet seat all the No, way. I did. Freezing and dot. Oni or Yuri? Wait, did I hear did we have a miss ball? No. No, we had a ghost event. We do need a video of the Yuri. ghost if somebody wants to get the dots. Uh-huh. I'll do my best. Let me turn off this. Okay, but actually, I was looking for your name to watch. Huh?
What? Oh. I'm trying. Said, oh, Hans blurbed me. I see it. Come on, ghost. Go through the Wait, I dots. do have blurb. Ah! Oh, I'm so good at this game. Do it again. Pull the lever, Crunk. Do the roar. Wrong level. Oh, colors are I almost took a video of that instead of the ghost. You can do I both. know, I know. Both? Leave me be. No. Breakers in the basement. I do have blurb. Now that I figured out how to use it, I need to start stocking up on biddies. For what? For what? Streaking! Hans, you're streaking! Hey, there's a no crucifix behind you. Oh my god, dude. Oh, nothing. Dude, she's bad. She's bad too. She's bad. Who's bad? Me. I'm bad. I'm bad. Yeah, me. Oh, you added this. Hello, Farah, darling. Yes, they I did. love this. Oh, I love this. Dude, you're so cool. Me? You. Me. Who? The chatty spanking, I'm blessed. Dude, there's nothing like I a think good this is a Yuri. spanking from Chad. Alright, let's leave. We need a I video. need a video of the ghost. Ah! Oh my god! Dude. Hey, dude, man. I'm missing all of the photos.